Salut Booktube! J'ai pas tant de livres que ça à vous présenter, on va même parler de livres assez anciens et du coup je ne sais plus exactement tout ce que je voulais en dire à la base parce que on va parler des livres que j'ai lus fin juillet, début août, donc oui ça commence un peu à dater, mais vu que j'étais en panne de lecture, le temps d'avoir 3 ou 4 livres à discuter, ça a pris un moment. On va parler de pas mal de lectures communes et notamment d'une lecture que vous attendez beaucoup dans mon avis, je le sais. En tout cas, je suis contente parce que je suis peu à peu en train de sortir de ma panne de lecture, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt pas mal et j'espère revenir sur un rythme plus régulier de dernière lecture et aussi d'idées de vidéos du coup. Parce que quand on lit moins, faire des vidéos sur les livres, c'est compliqué. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de ça, mais je vais enchaîner directement avec le premier livre qui est l'Explora-livre du mois de juillet en VO et il s'agit de Amari and the Great Game de B.B. Alston qui est le deuxième tome de la saga Amari. Il a été traduit sous le nom de Amari et la Ligue des Magiciens chez Bayard par Sidonie van der Dries. Je ne vais pas vous parler plus en détail de ce deuxième tome pour un résumé, mais en gros dans le premier tome, si vous voulez plus d'informations je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais fait dessus, mais dans le premier tome on va suivre le personnage de Amari qui est une jeune collégienne qui est à la recherche de son frère qui a disparu et qui un jour se retrouve catapultée dans le monde surnaturel où en fait toutes les créatures surnaturelles existent et elle va participer à une sorte de camp d'été pour avant tout retrouver son frère et là elle réalise qu'elle est une mage qui sont très décriés par tout le monde surnaturel car ils ont été responsables de grands traumatismes dans le monde surnaturel, mais elle essaye de se battre pour montrer que tous les mages ne sont pas méchants et ne sont pas mauvais. En gros, c'est ça. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'ambiance et le feeling qu'on avait. C'est vraiment un livre qui nous fait perdre un petit peu ce côté très rationnel, très adulte qu'on a et on se laisse plonger dedans sans aucune difficulté. Personnellement, pour le tome 2, ça a été un petit peu moins le cas puisque j'ai perdu ce côté très émerveillement de la découverte et qu'il y a beaucoup de choses qui sont réutilisées et on n'en apprend pas assez à mon goût pour avoir vraiment ce côté émerveillement et ce côté waouh qui reste et que j'attends un petit peu dans les jeunesses et les middle grade. Du coup ça a un petit peu moins fonctionné avec moi. J'ai peut-être un peu plus ressenti aussi tout ce qui va être incohérence, notamment des personnages adultes qui prennent des décisions qui sont pas toujours très logiques et très compréhensibles. Et donc ça c'était un petit peu difficile, notamment au niveau de la Ligue des Magiciens. Voilà. Il y avait quelques petites choses qui manquaient de cohérence à mon sens. C'était aussi très peu expliqué finalement dans les différents aspects de l'histoire qui avançaient et parce que en fait dans cette histoire il y a deux grosses intrigues en parallèle qui vont se jouer et finalement peut-être que c'était un petit peu trop pour la taille du livre qui est quand même assez court, il fait à peu près 300 pages, même un peu moins. Et du coup avoir deux grosses intrigues principales qui vont en parallèle, ça fait qu'on perd beaucoup de détails et beaucoup d'informations sur chacune des deux parties. Et ça manquait aussi un petit peu de tension au sein de chaque partie et je trouvais que le rythme était beaucoup trop soutenu. Je pense que tous les problèmes peuvent se résumer à ça, au fait que ça ait cette impression de trop rapide, de trop fouillis un petit peu parfois, pas assez d'explications sur les différents aspects de l'intrigue et du coup ça manquait de cohérence, même si on comprenait parfaitement où ça allait, c'est plus sur la cohérence interne et sur le raisonnement global de l'intrigue que ça a pêché pour moi. On a également tout un côté magie qui est à mon sens peu exploité, mais peut-être que ça c'est parce que j'en attendais un petit peu trop, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Après, les personnages fonctionnent toujours aussi bien, on a toujours ce message d'acceptation d'autrui, de lutte contre la discrimination, contre le harcèlement, etc. qui fonctionne très bien, c'est toujours très bien fait, aussi bien que dans le tome 1. Amari m'a un petit peu plus agacée dans ce tome que dans le précédent, mais ça n'a pas été partagé par les autres de l'Explora-livre, donc je pense que j'étais juste dans une tendance tatillonne et agacée à ce moment-là, j'imagine. Mais j'aime toujours autant son groupe d'amis et encore plus maintenant puisqu'il s'enrichit encore et ça c'est hyper cool. Le groupe des gentils en tout cas est vraiment hyper sympa. Pour les antagonistes, on manque peut-être un petit peu de subtilité, mais ça reste un jeunesse, donc c'est compréhensible aussi. Et l'ambiance
en ensemble reste très sympa. Un peu plus mitigé que pour le tome 1, de toute façon on continuera. Le tome 3 était prévu pour fin d'année là en Exploralivre, mais il a été repoussé à l'année prochaine. La sortie, en anglais en tout cas, a été repoussée, donc logiquement l'Exploralivre aussi le sera. On vous retiendra au courant dès qu'on aura planifié tout ça. J'ai certes été un petit peu déçue peut-être, mais pas du tout au point du prochain livre dont je vais vous parler, qui était également un Exploralivre, décidément. Vous savez tous de quoi je veux parler, on en a beaucoup parlé sur nos chaînes respectives avec Pénélope et Lucie et sur le live. Je vais pas m'étendre aussi longtemps, le live était amplement suffisant au niveau rage de façon mutuelle on va dire. Je vais essayer de rester modérée et calme sur mes propos puisque je vais parler de quelque chose qui a énormément tourné, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice qui est publiée chez Hachette. Il s'agit d'une histoire qui était publiée initialement sur Wattpad et qui a été éditée grâce à sa popularité sur Wattpad. Ça peut donner un petit peu de contexte pour celles et ceux qui ont pu le lire ou non pour voir le genre d'histoire dont il s'agit parce que on va pas se mentir, tout comme les fanfictions, les histoires sur Wattpad, etc. ont des codes assez particuliers, assez spécifiques qui font qu'on sait à quel genre d'histoire on va avoir affaire. Alors comme tout le groupe des Exploralivres, je n'ai pas réussi à terminer ce livre et d'ailleurs je suis arrivée assez peu loin puisque je me suis arrêtée à 150 pages sur les 600 du livre. C'est à mon sens amplement suffisant pour me faire un avis éclairé, non pas sur l'histoire mais sur le reste on va dire. Et j'ai quand même tenu 150 pages, ce qui devrait pour un livre être amplement suffisant pour que les auteurices aient fait leur devoir qui est de donner envie au lecteur ou à la lectrice d'aller plus loin. Pour le coup, ce n'était pas le cas avec moi, il y a énormément d'autres problèmes qui ont fait que je me considère apte à donner un avis sur le reste, pas sur l'intrigue, parce que en fait, à 150 pages, elle n'avait même pas commencé. Donc voilà. Que même en 150 pages, j'ai déjà trouvé beaucoup de problèmes qui sont à mon sens réels et qui ne sont pas des bribes de mon imagination. J'avais dit que je serais calme et apaisée, mais pas forcément beaucoup manifestement. Mais du coup, je vais vous parler des deux gros points qui m'ont vraiment gênée. Et après, je mettrai un petit emphase sur les choses qui, de façon globale, nous ont un petit peu dérangé, les précautions à prendre, à mon sens, avant de lire ce livre, pour les personnes qui souhaiteraient quand même le découvrir. Le premier gros point noir pour moi, c'était vraiment l'écriture, puisque on a une écriture qui se veut assez lyrique, assez ancienne, avec des mots assez complexes et qui se veut très belle, mais en fait c'est justement pour moi le problème, c'est que je sentais toutes les ficelles de personnes derrière qui se disent je veux avoir une prose riche et belle. En fait je sentais tout ça, j'avais l'impression de lire une dissertation quand on essaye de placer le plus de mots compliqués qu'on puisse placer et les phrases sont hyper longues, c'est lourd, mais c'est lourd. Aucune phrase ne coule de source et c'est ça ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si on a une prose qui peut être lyrique, qui peut être belle avec des mots complexes, le but c'est pas d'en placer le maximum dans une seule phrase, le but c'est d'avoir un style qui est fluide, qui reste bien lisible et il y a beaucoup de livres, même que j'ai pu lire depuis, qui ont des proses assez complexes. Je pense notamment, je vais pas en parler là mais j'en parlerai prochainement, à La Cité diaphane qui a une prose très lyrique et avec un vocabulaire d'antan et qui le fait très bien et c'est toujours fluide. Ici c'est pas le cas, ici la prose est extrêmement lente, extrêmement lourde, extrêmement pesante, ça ralentit énormément le récit qui est déjà très très lent. On sent aussi que c'est une prose qui n'est pas forcément hyper accessible et ça se sent parce que les auteurices répètent plusieurs fois les mêmes choses sur de nombreuses pages. On peut avoir une idée qui se résumerait en un paragraphe qui est développé sur 3 ou 4 pages, toujours avec des formulations différentes, alors que
un paragraphe suffirait amplement, mais toujours dans cette prose extrêmement lourde. Et honnêtement, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé de me dire ok, c'est un parti pris, on fait comme si on était dans un peu une ambiance moyenâgeuse et les gens parlent comme ça. Mais en fait, il y a plein de moments où j'avais le sentiment que c'était vraiment des gens de l'époque actuelle qui essayaient de parler comme au Moyen-Âge quoi. On n'a vraiment aucune sensation d'authenticité sur le côté vieillot de la parole, notamment au niveau des dialogues. On n'a aucune crédibilité je trouve, et vraiment moi j'avais cette sensation de voir les artifices d'écriture derrière, de voir tout ce qu'on essayait de faire avec tel ou tel mot, de voir l'accumulation des adjectifs juste pour dire qu'on met des adjectifs, etc. Et vraiment c'est ça qui m'a énormément dérangée, parce que vraiment c'était pas possible. Je ne peux pas voir des artifices d'écriture comme ça derrière, c'est pas à mon sens de la bonne écriture. Je sais que beaucoup ont aimé, j'avoue pour le coup être un petit peu perplexe parce que à mon sens on peut trouver des choses bien mieux écrites. La difficulté du vocabulaire et les temps employés ne suffisent pas à dire que quelque chose est bien écrit. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce livre en particulier, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, je serais très intéressée pour voir votre avis positif sur l'écriture parce que j'ai du mal à en voir les côtés positifs personnellement. J'ai déjà parlé du coup de la lenteur et de la lenteur dans tous ses aspects, que ce soit donc au niveau de l'écriture où tout prend 15 plombes à être raconté, que ce soit aussi dans l'histoire puisque je vous ai dit à 150 pages il ne s'était rien passé et vraiment je ne comprends pas. On n'a que de l'exposition et j'en viens à mon deuxième point noir, mon deuxième point très noir, qui est l'infodump et l'exposition qui sont absolument incroyables tellement ils sont mal faits et tellement ils manquent de subtilité, puisque en fait on a vraiment 150 pages d'infodump et d'exposition. C'est littéralement ça. On a des chapitres entiers qui se résument à de l'infodump. Et c'est déjà très compliqué parce qu'il s'agit d'un récit qui est réalisé à la première personne et au présent. Donc c'est typiquement je pense machin machin. C'est un procédé narratif qui ne permet pas l'infodump. C'est un procédé narratif qui empêche toute explication détaillée et claire de l'univers et tout ça. C'est difficile de faire de la fantasy où il faut donner des informations sur l'univers à la première personne et au présent. Vous mettez la même chose que ce qu'il y a dans ce livre, la même façon. Vous changez juste, vous le mettez troisième personne passée, ça passe beaucoup mieux. Là, les choix narratifs qui ont été faits me rendent perplexe face à l'utilisation de l'infodump, puisqu'il y a littéralement un moment dans le premier chapitre, je crois que c'est la première page ou la deuxième page, où elle regarde par la fenêtre et elle dit « Je vois la ville machin machin » et elle parle sur une description de la ville, qui est la plus grosse ville dans son pays, qui est la capitale, qui entretient des relations avec machin. Mais personne ne dit ça. Si vous êtes en voyage à Paris, est-ce que vous vous dites quand vous ouvrez la fenêtre de votre hôtel, je vois la ville de Paris qui est la capitale de la France, connue avant tout pour sa tour Eiffel, qui a été construite par monsieur Gustave Eiffel en telle année? Mais non, personne ne se dit ça et ça nous sort complètement de l'histoire. On a ça, on a aussi des dialogues entre deux personnes qui apparemment se connaissent, qui connaissent toutes les deux les intérêts des autres et les connaissances de l'autre sur le monde qui les entoure, et qui parlent de trucs basiques, genre de « Oh bah il y a eu des révoltes, ah bon et il y a eu des révoltes, mais c'était pourquoi les révoltes? Ah bah les révoltes c'était pour ça ». C'est comme si je vous disais il y a deux personnes qui suivent beaucoup l'actualité et qui disent « Il y a eu des manifestations, mais pourquoi? Parce que Macron, tu sais, le président de la France, Macron a décidé de faire sa réforme des retraites. Et bah les gens ils étaient pas contents pour la réforme, mais non ils n'étaient pas contents parce que machin machin ». C'est totalement artificiel, c'est totalement improbable, c'est pas possible en fait de dire ça, ce n'est juste pas possible. C'est pas du tout réaliste et c'est à mon sens de la mauvaise écriture, je ne peux pas le dire autrement. Faire de l'infodump comme ça, de cette façon-là, à la première personne, au présent, à ce point-là, c'est pas possible. Il y a un choix narratif à un moment qui a été mal fait. Par exemple, si je parle d'infodump, Brandon Sanderson est connu pour faire de l'infodump au début, mais il se place d'un point de vue assez extérieur, il se place à la troisième personne et il va
incorporer ça un petit peu mieux quand même que dans La passeuse de mots. Et vraiment, c'est juste pas possible. À la première personne, dans les dialogues, on a aussi des fois où elle dit qu'elle lit un livre qu'elle connaît par cœur et elle nous récite la page du livre. J'étais là, mais mettez-moi en Wikipédia, ce sera plus simple en fait. Enfin, c'est totalement artificiel, c'est pas du tout réaliste. Et c'est vraiment moi ce qui m'a le plus dérangé, encore plus que la plume. J'avoue, encore plus que la plume, c'est vraiment ce qui m'a le plus dérangé. J'ai détesté ça. Voilà, ça manquait totalement de subtilité, de tout ce que vous voulez. C'était pas possible, j'ai vraiment détesté ce côté-là. Et j'avais dit, petit point noir aussi, et petite précaution à prendre pour celles et ceux qui souhaiteraient tout de même le lire, puisqu'il y a des choses qui sont assez difficiles à justifier dans le livre. Pour une partie, je sais de quoi je parle, mais pour une autre, je tiens à dire que je ne suis pas arrivée à ces moments-là et que ce sont mes camarades des Explora-Livres qui me les ont rapportés. Mais j'ai lu les scènes en question et déjà, il y a beaucoup de grossophobie, notamment dans une scène au début où une aubergiste qui est ouvertement marquée comme en surpoids ou obèse est décrite avec ses bourrelets qui frémissent, avec son nez en forme de groin, etc. Qui ne peut pas se retenir de manger les tartes parce que, bah, vous comprenez, elle est grosse donc elle fait que manger, hein. Voilà. Il y a ça qui est très embêtant. Il y a aussi plusieurs scènes de voyeurisme qui sont complètement occultées, complètement validées. C'est un petit peu bizarre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui posent un peu question au niveau de la morale et au niveau de l'acceptabilité, notamment pour un livre jeunesse. Donc voilà, je tiens à mettre ça en avant aussi, puisque pour un livre jeunesse, je trouve ça un peu compliqué de laisser passer ça, surtout que ça aurait été très facile à enlever. Bon, maintenant que la rage est passée, on va passer sur des livres beaucoup plus agréables et beaucoup plus sympas à lire. J'ai été très contente notamment de lire avec le Galactic Book Club qui est organisé par Marion de la chaîne de Snodza. J'ai lu Félicratie de H. Lenoir qui est paru chez les éditions Sarbacane. Il s'agit d'un livre de SF humoristique un peu improbable et très décalé. J'avais vraiment extrêmement envie de le lire, il avait l'air extrêmement bien, je ne regrette absolument pas. Dans ce livre, on est sur un monde qui a été décimé par une espèce extraterrestre qui a tué 90% de l'espèce humaine parce qu'ils sont extrêmement violents et ils sont presque intuables, sauf leur point faible ultime, c'est les chats. Ils sont absolument allergiques aux poils de chat, c'est-à-dire que s'ils ont des poils de chat sur eux, ils explosent. Donc ils ont évidemment éradiqué tous les chats, et 90% à peu près de l'espèce humaine, et le reste des humains est devenu leur humain domestique. On va suivre deux protagonistes, un jeune garçon et une jeune fille, qui sont des humains domestiques et qui un jour vont trouver une portée de chatons et qui vont essayer de se dépêtrer avec ces choses qui se feraient massacrer si elles étaient trouvées par les extraterrestres et qui aussi pourraient participer à sauver l'humanité. Je vous l'ai dit, c'est très humoristique, c'est très décalé, rien qu'avec le pitch, on se doute que ça ne va pas être très sérieux et l'humour est hyper bien fait. C'est extrêmement drôle, j'ai trouvé que c'était très bien dosé, ça va jamais dans le too much, c'est jamais caricatural, c'est jamais graveleux non plus, ce qu'on peut avoir un peu peur dans ce genre de texte notamment. C'est vraiment toujours extrêmement drôle. Il y a beaucoup de choses qui vont retourner les codes de ce qu'on peut avoir, notamment dans du young adulte, notamment dans des scènes un petit peu propices à des scènes de romance où ça va être debunk direct et avec beaucoup d'humour, et vraiment ça va retourner beaucoup de codes, ça va proposer aussi le côté paradoxal, le côté un peu ridicule de la situation et ça le pousse à son paroxysme, mais ça passe toujours extrêmement bien. On a quand même beaucoup d'enjeux, on a quand même des choses où on n'est pas très bien quand ça se passe, même si c'est humoristique, on a quand même une histoire, une intrigue qui se tient de A à Z. Le côté humour est un peu moins présent dans la dernière partie du livre parce qu'il faut résoudre un petit peu l'intrigue et il faut clôturer tout ça. J'ai peut-être un peu moins aimé du coup la fin, mais elle était nécessaire. Je comprends pourquoi ça s'est fait comme ça, c'était quand même très appréciable et il y avait beaucoup de suspense à la fin, même si on perdait un petit peu l'humour.
Et vraiment pour moi c'est le gros point positif de ce livre. L'autre point positif c'est l'écriture, puisque on va suivre vraiment du point de vue des deux jeunes adolescents et c'est un format de journal, donc en fait ça va être les deux personnages qui vont raconter ce qui se passe dans un journal qu'ils écrivent eux-mêmes. Donc on a un côté très parlé dans l'écriture mais qui passe très bien. Le côté journal est hyper exploité, il y a beaucoup de moments où j'ai adoré, notamment le personnage de Yacine est pas forcément hyper bon en orthographe et il y a des moments où il y a plusieurs mots qui vont être raturés parce qu'il ne sait pas les écrire et il va trouver un synonyme par exemple. À chaque fois aussi il y a des petites notes de bas de page pour faire des commentaires sur quelque chose, ils vont se répondre parfois entre Yacine et Rose, donc les deux protagonistes, parce que l'un lit le journal de l'autre. On va voir un côté très décalé aussi de l'humour de Yacine notamment. On a aussi un humour qui est très complémentaire entre les deux, mais assez différent, puisque Yacine va faire beaucoup de jeux de mots un peu stupides mais qui marchent très bien avec moi, et Rose va être plus sérieuse mais plus analytique et ça va amener un autre type d'humour et du coup ça fonctionne toujours très bien. On a vraiment des choses très complémentaires qui permettent aussi de garder une tension et un rythme qui se tient très bien. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture et le format parce que je trouve que c'était hyper adapté à ce type d'histoire. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien parce que comme je vous dis c'est du langage assez parlé, donc franchement ça se lit hyper bien. Ça passe aussi très bien, c'est jamais trop parlé, c'est jamais caricatural non plus, donc pour ça vraiment ça passe très bien. J'ai adoré les personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils sont pas hyper développés parce que c'est un livre qui est assez court et comme c'est une emphase sur l'humour et sur un petit peu l'intrigue, les personnages passent au second plan parfois, mais franchement ils sont juste assez bien développés pour que ça passe nickel. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je crois que l'avis a été assez unanime sur le Galactic Book Club. On a tous eu un peu ce ressenti qui était hyper sympa et on a beaucoup apprécié. J'ai pas grand chose de négatif à en dire, à part, je vous ai dit sur la fin où on perdait un peu le côté humoristique, mais honnêtement, c'est à peu près tout. J'ai beaucoup aimé. Si vous voulez quelque chose qui est pas prise de tête, qui est très drôle et qui est très décalé, je vous le recommande chaudement parce que vraiment c'était une très bonne lecture et merci à Marion pour l'avoir fait découvrir. Je continue avec la thématique féline puisque j'ai également pu lire L'automne des aspirants qui est le tome 1 du Manoir des Castle Cats par Alain T. Puységur. C'est un service presse que j'ai obtenu gentiment de Scrineo par NetGalley et qui sort très prochainement, mi-septembre il me semble. C'est un livre jeunesse, donc à destiner plutôt des primaires on va dire. Et dans ce livre on va suivre un jeune chat qui va aller au Manoir des Castle Cats. C'est une académie pour les mages chats, puisque dans ce monde-là, les chats ont des pouvoirs. Ça peut se présenter de diverses façons, il va y avoir de l'alchimie, il va y avoir un côté un peu plus mécanique, il va y avoir un côté plus magique, etc. Il y a des épreuves de sélection au décours desquelles vont être sélectionnés les aspirants pour pouvoir aller à l'école. On a tout ce qui va dans un bon middle grade et même un peu plus puisque c'est encore pour un peu plus jeune que les middle grade, mais on retrouve les mêmes codes, c'est vraiment hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé parce que on a ce côté école déjà, bon chat déjà, on a une école qui est hyper cool, hyper sympa, hyper agréable, qui est très bien décrite également. On a toute une bande d'amis qui est hyper riche, hyper agréable à suivre. On a vraiment cette found family qui est hyper bien faite, qui est hyper attachante. J'ai adoré ce côté là, c'est un de mes côtés préférés en middle grade et là vraiment c'était très bien fait. Le côté chat et le côté félin est très bien exploité pour pas mal de choses. On va voir plein d'expressions qui vont être retournées à la faveur des chats et notamment tout ce qui va être par exemple pour les parties du corps, par exemple pour les réponses au lieu de dire c'est miauler, feuler, etc. Ça c'est assez classique mais il y a d'autres choses un peu plus poussées et assez originales qui sont faites et je trouve que le côté félin est très bien exploité. La magie est aussi assez développée pour un livre de ce niveau là. On a vraiment quelque chose qui se rapproche d'un Hard Magic System adapté à l'âge cible hein, évidemment, mais vraiment c'était extrêmement bien fait. J'ai trouvé que c'était aussi assez drôle, il y a souvent de l'humour dans ce genre de livre et là ça ne fait pas exception. On a un côté très réconfortant, très cosy, très doux de l'école et notamment d'une ambiance aussi réconfortante autour de la nourriture parce qu'il y a un des chats pour qui la nourriture c'est très important, elle passe sa vie à manger et elle veut être cuisinière, alchimiste en gros.
Et du coup on a tout ce côté très important de la nourriture et il y a beaucoup d'emphase là-dessus sur la nourriture, etc. Donc ça je trouve que ça donne facilement un côté assez cocon, assez réconfortant. Point très positif puisque c'est un livre jeunesse et qu'il y a toute une dimension et une visée éducative. On a une représentation de handicap, de différence, de discrimination puisque notre protagoniste est ce qu'on appelle un sans griffes, donc il est né sans ses griffes et c'est un véritable handicap dans la communauté des chats. Et c'est quelque chose qui l'empêche de bien faire la magie et donc c'est vraiment un gros handicap pour lui. Il est très discriminé et vu comme un moins que rien à cause de cette caractéristique principale. Il a aussi des écailles au lieu de poils à certains endroits qui le montrent directement comme différent. Je trouve que c'est très bien traité, c'est très bien amené et on a ce côté protagoniste à qui on s'identifie beaucoup, qui porte ce handicap. Certes c'est différent parce que c'est un chat, mais c'est vraiment un beau message d'acceptation du handicap. Je le recommanderais vraiment pour vous si vous aimez ce genre de livre, si vous aimez les livres pour cet âge cible, mais vraiment pour des enfants. Je pense que c'est une très bonne lecture, très safe, avec des beaux messages, une très bonne ambiance et des chats. Et des chats dans une école de magie, alors rien que ça, foncez! Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Ça a été assez rapide parce que comme je vous ai dit, c'est des livres que j'ai lus il y a assez longtemps, donc c'est pas aussi frais dans ma mémoire que ça peut l'être parfois. J'espère quand même que c'était clair, que ça vous aidera à savoir si vous devez lire ces livres ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, etc. L'adage habituel. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.